Et bon réveil, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Bienvenue si vous nous rejoignez, le journal avec David Decamp. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Il a survécu. Il trônait tout en haut de la flèche. Le coq de Notre-Dame a fait une chute vertigineuse, mais on l'a retrouvé presque intact, à peine quelques bosses. Nous commencerons le journal par cette belle histoire. Comment a-t-il démarré cet incendie? Élément troublant, il y a eu 2 alertes lundi soir. L'une à 18h20, l'autre à 18h43. Pendant 23 minutes, on a considéré qu'il n'y avait pas de danger. C'est le point d'interrogation majeur ce matin. Et le président de la République dans tout cela, intervention solennelle hier soir consacrée à Notre-Dame. Il veut que tout soit reconstruit en 5 ans. Quant à ces annonces de sortie de crise, elles ont toutes fuité dans la presse. Plus de suspense, mais une certitude, le coût des mesures. On parle en milliards et c'est bien sûr de l'argent public. 8h12 aux États-Unis, le rapport Mueller qui sera publié demain pour Vincent Hervouette. C'est la chasse au Trump qui recommence. 8h15, Audrey Crespo-Mara qui reçoit Guillaume Pelletier. Il est député et vice-président des Républicains. Europe 1. Les cloches de toutes les cathédrales de France sonneront ce soir à 18h50. Toutes sauf celle de Notre-Dame de Paris qui commence une longue convalescence. Avant d'aborder l'enquête et le sujet de la reconstruction, je me tourne vers Jian Bergaoui. Bonjour Jian, vous êtes sur le parvis de Notre-Dame ce matin. On se réveille au chant du coq, si j'ose dire. Cette sculpture de notre symbole national était en haut de la flèche et on l'a retrouvée. Oui, découvert au milieu des décombres, un peu cabossé, mais entier. Dans la chute de la flèche, plus de 90 mètres, le coq en bronze s'est détaché et il est tombé loin des flammes. Reste désormais à vérifier si les 3 reliques enfermées dans cette girouette sont toujours bien présentes et dans quel état. Merci Jian pour ce sourire, mais il y a aussi un sujet d'inquiétude. Le ministre de la Culture, Franck Riester, affirme que 2 pignons de la cathédrale peuvent toujours s'effondrer. Effectivement, 2 pignons encore sous très haute surveillance. Celui du transept nord, là où il y a de grandes rosaces, et le pignon central triangulaire entre les 2 tours. 2 pignons qui pourraient s'écrouler puisqu'il y a eu le feu, mais aussi l'eau pendant plusieurs heures. Tout cela a fragilisé l'édifice. 36 heures après l'incendie, la structure de Notre-Dame connaît donc toujours des vulnérabilités. La priorité aujourd'hui, c'est de consolider la cathédrale. Devant nous, des dizaines de pompiers sont donc toujours mobilisés dans cette course contre la montre. Jian Bergaoui à Notre-Dame de Paris ce matin pour Europe 1. Merci à vous, Jian. On va parler de l'enquête maintenant, David Decamp. Oui, elle sera longue, mais elle se focalise pour l'instant sur 23 minutes qui furent fatidiques. L'alerte a été donnée en 2 temps au sein de l'église. Une première fois à 18h20, là les agents ne constatent rien. Puis seconde alerte à 18h43, celle-ci positive. Le feu est détecté dans la charpente. Pourquoi n'a-t-on pas réagi du premier coup? Élément de réponse, Justin Morin. Vers 18h15, c'est le début de l'office. 18h20, un point rouge clignote sur l'écran de contrôle des agents de sécurité. Un détecteur anti-incendie signale une anomalie. Un des officiers est alors chargé d'aller vérifier dans la zone indiquée. Et d'après le procureur de Paris, il ne trouve rien. Pourtant, le protocole à suivre est extrêmement précis, explique Benjamin Mouton, ancien architecte en chef à Notre-Dame de Paris. C'est lui qui a fait installer le dispositif anti-incendie début 2010. Le clergé a dit, écoutez, s'il y a une alarme qui se déclenche sans raison, pas la peine d'affoler les fidèles qui sont dans la cathédrale. S'il y a une véritable alarme qui se déclenche, vous nous prévenez et nous, on va dire au micro calmement, vous devez sortir. Donc, si l'alarme est lancée, le feu est avéré. Oui, tout à fait. Or, d'après l'organiste de l'office, ce message d'évacuation résonne bien dans la cathédrale, mais peu de temps après la première alerte. Si l'évacuation a lieu, c'est donc qu'on vient de découvrir un foyer, bien avant la seconde alerte de 18h43. Ce que semble confirmer une des hypothèses des enquêteurs aux Parisiens. À 18h20, un bug informatique aurait signalé un mauvais secteur à l'agent de sécurité. Il ne serait tombé sur le feu qu'au retour de sa ronde. Quelques précieuses minutes de perdu avant l'intervention des pompiers. Les informations de Justin Morin pour Europe 1. Le président de la République s'est adressé à la nation hier soir à 20h. Oui, au sujet de Notre-Dame de Paris. Le président, le chef de l'État, veut que les choses aillent vite. Tout doit être reconstruit d'ici 5 ans. Et c'est le dossier de la rédaction ce matin avec moi en studio. Pierre Herbulot, vous avez enquêté sur cette question et nous reviendrons vers vous juste après cet exemple. Le Parlement de Bretagne, à Rennes, vous vous en souvenez, forcément il avait pris feu en février 1994 et il avait fallu une décennie pour le restaurer. François Coulon. Des dizaines d'artisans qui sauvent in extremis 73 immenses toiles gorgées d'eau à l'aide de seringues, centimètre par centimètre. La renaissance du Parlement de Bretagne, avant tout un très lent travail de fourmi, parfaitement coordonné. Il y a 25 ans, Marilyn Quérault était ingénieure du patrimoine à la Drac de Bretagne.
Ça a pris 10 ans quand même. Moi je dis 20 ans, moi Notre-Dame, 30 ans peut-être. La reconstruction, c'est pas une course contre la montre. Sinon, on prend pas les bonnes décisions. Je pense à des toiles qu'on avait descendues, quand il a fallu les reposer, on les passe comment? Si l'architecte n'avait pas réfléchi avant en disant c'est par le dessus qu'il faut les mettre et non pas par en dessous, on les remettait pas. Vous dites il y a urgence à pas se précipiter. Voilà, moi je dis ça. C'est pour aller plus vite en besogne et aussi pour gagner de la place sous les toits qu'une charpente métallique a remplacé ici le chêne séculaire, aux grandes dames de Jean-Michel Germaine, architecte des bâtiments de France à l'époque. J'ai été désolé de voir qu'on s'amusait à faire du mécano dans les combles. Si jamais le Parlement prenait feu, vous auriez un vrillage de toute la structure métallique et ça peut faire s'écrouler un édifice. Préconisation des sauveurs bretons à ceux de Notre-Dame, prendre tout son temps et restaurer à l'identique. Rennes, François Coulon, Europe. Alors, restaurer à l'identique, nous dit François Coulon. Pierre Herbulot, vous avez enquêté là-dessus. Est-ce que, en 5 ans, c'est possible? Absolument impossible, David. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'une des 3 seules entreprises en France qui a les compétences pour refaire la charpente en bois de Notre-Dame. 5 ans, ce serait le temps minimum de séchage et de ressuyage du bois de chêne avant la pose, et encore faudrait le couper aujourd'hui même. Restent d'autres possibilités, le bois vert qui a moins de cachet, le béton armé comme à Reims, ou encore des matériaux plus modernes. Tout est possible, sauf refaire à l'identique avec les délais évoqués par Emmanuel Macron. Pierre Herbulot pour Europe 1. Merci Pierre pour ces précisions. Alors pour être tout à fait complet, sachez que les promesses de dons sont en train d'atteindre le milliard d'euros, selon Stéphane Bern, qui est chargé. C'est considérable. Et c'est Stéphane Bern, chargé de la mission Patrimoine, qui donne cette information. La suite du journal avec David Doucan et la communication politique du président est percutée et totalement chamboulée par le désastre de Notre-Dame. Oui, puisqu'il devait, vous le savez, répondre à la crise des Gilets jaunes lundi soir dans une allocution très attendue. Il l'a remise à plus tard. Mais le problème, c'est que toutes les mesures qu'il avait gardées secrètes sont sorties dans la presse. Alors lorsqu'hier soir, le chef de l'État s'est adressé aux Français, mais sur le sujet de la cathédrale, son agacement et cette situation compliquée pouvait se percevoir. Jean-Rémy Baudot. Pendant un peu plus de 6 minutes hier soir depuis l'Élysée, le président n'a cessé de lier ce moment dramatique avec le moment politique. L'incendie de Notre-Dame nous rappelle que notre histoire ne s'arrête jamais. En filigrane, au-delà de l'émotion liée à Notre-Dame, la sortie très attendue du grand débat, des annonces et un calendrier de communication contrarié par l'actualité. Je sais en quelque sorte l'espèce de fausse impatience qui voudrait qu'il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date. Comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Le président, qu'on a dit très agacé en privé par les fuites dans la presse de ses annonces, rappelle qu'il répondra aux attentes des Français. Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains. Mais ça n'est pas le temps aujourd'hui. En sortant de son intervention télévisée, le président a confié à ses conseillers qu'il lui revenait de donner, je cite, « le sens du moment, de l'histoire et de l'humain ». En un mot, il appelle de ses voeux une trêve politique qu'il aimerait faire durer jusqu'après le week-end de Pâques. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Justement, sur le fond, les annonces du coup sont connues maintenant. Oui, par exemple, la suppression de l'ENA, davantage de démocratie participative, moins d'élus, et puis bien sûr, un vrai coup de pouce pour le pouvoir d'achat. Bonjour Anne-Laure Jumet. Bonjour. Alors je résume Anne-Laure, baisse des impôts pour les classes moyennes, réindexation des petites et moyennes retraites sur l'inflation. C'est une question que je vous pose souvent, Anne-Laure. Combien cela va-t-il nous coûter ? Eh bien, plusieurs milliards d'euros, en plus des 10 milliards déjà annoncés en décembre. D'abord, réaligner sur l'inflation les pensions de retraite en dessous de 2 000 € par mois, eh bien, ça coûte à l'État 1,4 milliard d'euros. Il y a aussi la baisse de l'impôt sur le revenu, vous le disiez, pour les classes moyennes. Là, pas encore de précision, mais Bercy a présenté ces dernières semaines un scénario à 1 milliard d'euros. Et puis, des parlementaires de La République En Marche sont, eux, allés jusqu'à 3 milliards. On verra les arbitrages. Et pour financer ces baisses d'impôts, eh bien, Emmanuel Macron évoque la nécessité de travailler davantage. Ça demande encore à être précisé. Il appelle aussi à la suppression de niches fiscales. Et là, reste à savoir lesquelles. Oui. Derrière chaque niche, il y a un chien qui monte la garde. C'est une expression bien connue des politiques. Il y en a 474 au total pour un coût de 100 milliards d'euros. Alors Bercy a déjà fixé ses lignes rouges. Pas touche à la garde d'enfants et à l'aide à domicile, vous êtes rassurés. En revanche, pourquoi ne pas regarder du côté de l'investissement locatif qui profite surtout aux ménages les plus aisés ?
Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Merci à vous Anne-Laure pour ces précisions. On va parler cinéma maintenant et apparemment les stars ne font plus recette. Oui, c'est en tout cas ce que nous dit Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Vous êtes notre critique maison et donc vous avez constaté que les grandes vedettes, eh bien, ça ne fait plus d'entrée. Prenez les chiffres de ces dernières semaines. Vincent Lindon par exemple, 70 000 entrées seulement dans Dernier Amour. Catherine Deneuve, 85 000 entrées avec La Dernière Folie de Claire Darling. Même Gérard Depardieu et Christian Clavier, réunis devant la caméra de Bertrand Blier, n'ont attiré que 120 000 spectateurs. Dans le même temps, Green Book, Alita, Ralph 2.0 ou Captain Marvel attirent des millions de personnes. Mais le résultat, c'est qu'en mars, la fréquentation des cinémas a chuté de 12%, c'est beaucoup. Alors comment expliquer ce désamour des Français pour leurs stars? Les gens ne veulent plus payer pour voir des films sans histoire, juste avec des têtes d'affiche, affirme un distributeur hors micro. Les spectateurs ont également le sentiment d'en avoir plus pour leur argent quand ils assistent à des super productions. Autre explication, la multiplicité. Aujourd'hui, ces stars, elles sortent 2, 3, 4 films chaque année. Il y a donc moins d'attente. Enfin, plus globalement, il sort trop de films chaque semaine. 111 pour les 4 mercredis du mois d'avril. Trop de choix, le public s'y perd et préfère rester chez lui. Analyse signée Mathieu Charrier du service culture d'Europe 1. Merci à vous Mathieu. Je vous donne un mot de allez-y, football, avec grand plaisir. Quelques résultats. Évidemment. La Ligue des Champions, hier soir, quart de finale retour. L'Ajax d'Amsterdam a créé la surprise en éliminant la Juventus de Turin. Barcelone a sorti Manchester United. Et puis ce soir, Manchester City affronte Tottenham et Porto rencontre Liverpool. Et puis en Ligue 1, ce soir, les Parisiens vont à Nantes. À votre avis? S'ils gagnent le match face aux Nantais, ils seront sacrés champions de France. Mais enfin, on arrive à en douter. Il y a beaucoup de blessés dans l'équipe parisienne. Et il y a surtout Mbappé qui ne joue pas ce soir. Mbappé qui ne joue pas. On ne sait pas pourquoi exactement.